suis ravi de vous accueillir avec Michael Leibeck de l'association de la LSI en France pour débuter cette conférence autour de Sébastien Maillard qui va nous parler des relations britannico-européennes ou euro-britanniques quelque temps après le sommet qui a été tenu à la fin du mois de mai de cette année et qui a été important, qui a marqué un certain rapprochement entre les deux parties. Je vais laisser Michael présenter le contexte, mais dire simplement un mot sur Sébastien, que je connais depuis maintenant, je crois, 10 ans, qui a été, comme tout le monde, avant le Brexit, oui. Je crois que tout le monde sait que Sébastien a été directeur de l'Institut Jacques Delors de 2017 à 2023, si je ne m'abuse, et que tu es maintenant, cher Sébastien, Associate Fellow à Chatham House, où tu travailles sur les relations euro-britanniques ainsi que sur le processus d'élargissement de l'Union européenne, et tu restes rattaché à l'Institut Jacques Delors en tant que conseiller au sein du centre Grande Europe qui réfléchit avec Lucas Maciek, je crois, sur justement les enjeux, les problématiques de l'élargissement. Et auparavant, je crois que beaucoup d'entre vous le savent ici aussi, Sébastien a été journaliste au sein de l'excellent quotidien La Croix. Il a été à la fois correspondant à Bruxelles et à Rome de ce quotidien vraiment de grande qualité et qui fait de la nuance, je crois, une de ses marques de fabrique, ce qui est à la fois juste intellectuellement et souvent très constructif au plan politique. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Sébastien. Et Michel, je te laisse la parole pour parler du contexte de notre conférence. Merci Olivier, bonsoir à tous. Je m'appelle Michael Lévesque, je suis le trésorier de l'association des anciens élèves de la LSI. Et oui, nous sommes une organisation, on organise des réunions sociales et sociaux et aussi des échanges comme ce soir avec les anciens élèves de la Sciences Po. Mais ok, juste pour dire quelques mots par rapport au contexte de cette conférence, c'est-à-dire les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Bon, c'est important à constater qu'après le Brexit, les deux partenaires, le Royaume-Uni et l'Union européenne, ont négocié leurs futures relations et le résultat est trois accords clés qui étaient signés en décembre 2020, qui incluent entre le commerce, la coopération, mais aussi la sécurité et l'énergie nucléaire. Et bon, si on va un peu plus au quotidien, disons, en outre, il y aura eu un sommet entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en mai. Ce sommet, de la perspective que j'avais, semblait donner l'impression que la coopération entre les deux se va améliorer. On a trouvé une collaboration par rapport à la harmonisation de la taxation du carbone et aussi, il semblait à ce moment-là, en matière de la défense, ici, le mot-clé, c'est peut-être le programme SAFE, mais après, quand avec le SAFE, les négociations ont suivi, ils sont entrés plus en détail. Ouais, il y avait des tensions qui sont apparues, mais je pense que ça va être un sujet important à aborder ce soir. À part de ça, bien sûr, il y a d'autres sujets intéressants à peut-être aborder, comme la situation post-Brexit ou le défi du gouvernement Starmer, oui, juste après un an et demi, 2 mois après les élections. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je sais la parole à vous, Sébastien. Merci, Michael. Merci, Olivier, pour cette invitation. Très heureux de me retrouver à Sciences Po ce soir, à Alma Mater, et en plus d'avoir le droit de parler plus de 10 minutes par rapport aux exposés qu'on peut faire d'habitude dans cette maison. Mais je ne serai pas non plus trop long parce que le but, c'est d'avoir aussi un échange avec vous. Effectivement, j'habite à Londres depuis 2 ans. Et c'est intéressant de faire cette conférence ce soir parce que, comme vous l'avez rappelé, on se situe d'une part bientôt à 10 ans du référendum. C'était en juin 2016. Donc, l'année prochaine, ça fera 10 ans. Et ça fait 5 ans que le Royaume-Uni est officiellement
sortie de l'Union européenne, c'était le 1er février 2020. Et effectivement, il y a 5 ans, vous avez rappelé, on était en pleine négociation jusqu'à Noël, et Michel Barnier pourrait beaucoup mieux, il en a écrit d'ailleurs dessus, on était en pleine négociation de cet accord, de ces accords qui maintenant régissent les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et c'est bien, effectivement, ce soir, je voudrais à la fois qu'on prenne un peu du recul sur faire un rapide bilan du Brexit, qu'est-ce que ça donne 5 ans ou 10 ans après, c'est bon, là où, comment on compte le changement politique, et puis parler effectivement de ce rapprochement, le reset, qui est la politique de Starmer, sur comment les deux parties essaient de se rabibocher sur ces questions, mais aussi voir comment, au-delà de la relation Union européenne-Royaume-Uni, comment cette relation en fait, dépasse le cadre de l'Union européenne, et le Royaume-Uni aussi a un peu parlé des autres formats dans lesquels le pays travaille avec les Européens. Peut-être d'abord donc sur le Brexit, je disais ça fait 10 ans, alors on pourrait même faire toute une conférence sur un bilan du Brexit, ça fait un des colloques entiers. S'il y avait une leçon politique importante à faire sur le populisme et sur la campagne et tous les différents slogans et je dirais, mensonges qui ont été soulevés à cette occasion. Mais c'est intéressant aussi, je trouve que c'est une bonne leçon pour un peu comprendre un peu mieux ce que c'est l'Union européenne. Parce que vous avez rappelé, je travaille beaucoup sur l'élargissement et j'étais cette semaine avec des Monténégrins qui se préparent à. Alors là, c'est tout l'inverse, hein, c'est le travail des chapitres d'adhésion et comment est-ce qu'on fait pour rejoindre. Mais on voit que sortir, c'est aussi compliqué. C'était très compliqué et ça reste compliqué. C'est tout à fait légal, parce que le Royaume-Uni est tout à fait légal. Il y a un article 50 dans le traité de l'Union européenne qui dit qu'on a le droit de sortir. Alors, c'était pas prévu c'était presque avait été mis pour la beauté de la théorie politique, voir qu'on avait le droit de sortir. On ne pensait pas que ce serait utilisé aussi vite, mais ça l'a effectivement été utilisé. C'était tout à fait démocratique. Il y a eu ce référendum avec 51,9% des Britanniques qui ont fait le choix vraiment dire, libre, peut-être pas forcément bien informé, mais en tout cas libre de sortir. Mais ça, je dirais, on parlait beaucoup à l'époque, vous vous souvenez, de hard Brexit. Est-ce que le Brexit serait hard ou soft? Il a été hard. Hard au sens où on aurait pu imaginer un Royaume-Uni qui sort, et on disait le Brexit in name only, c'est-à-dire on sort, mais en fait, on reste dans le marché intérieur, façon type Norvège ou Islande. Mais au contraire, là où ça a vraiment commencé à faire mal, je dirais, c'est maintenant le 1er février 2020, où effectivement, symboliquement, c'est très fort. Ces députés européens britanniques qui quittent le Parlement européen, le drapeau qu'on replie et qu'on enlève des institutions. Bon, il y avait une certaine solennité, une gravité à ce moment inédit dans l'histoire de la construction européenne. Mais les choses sérieuses ont vraiment commencé à se voir et à se sentir, en fait, après justement le 31 décembre 2020, quand le Royaume-Uni a quitté l'union douanière, a quitté le marché intérieur. Et là, quand on est dans le marché intérieur et qu'on le quitte, l'image que donne Pascal Lamy, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous voulez extraire un œuf d'une omelette. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire, mais c'est une fois qu'on est tellement, tellement imbriqué qu'on peut arriver à ressortir et à remettre une frontière. Et donc, c'est pour ça que je le vis d'ailleurs moi-même en étant là-bas. Il y a eu une sorte de Brexit comme une sorte de monstre bureaucratique. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous quittez le marché intérieur, et donc il y a bien une frontière, et il y a beau avoir un accord de commerce, donc sans droit de douane ni quota pour les biens services échangés, c'est vrai que, enfin avec un contenu britannique ou européen, c'est vrai que il faut rétablir des inspections, des contrôles, des certifications, des labels, des étiquetages. Et tout ça, ça a beaucoup, beaucoup ennuyé les entreprises. Je trouvais ça très fastidieux. Je me demandais pourquoi il fallait faire tout ça. Lorsque c'était des PME, c'était même préférer renoncer plutôt que s'enquiquiner à devoir
faire tout un processus spécial juste pour le marché britannique ou inversement pour. Donc, c'est d'abord cette bureaucratie qui était pourtant d'ailleurs le slogan de Brexit, c'est de dire on va quitter l'Europe, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile, il n'y aura plus de red tape, il n'y aura plus de la paperasse bruxelloise. Mais au contraire, ça a vraiment, en fait, ça a obstrué des flux. Il y avait des flux et on les a obstrués en mettant des deux côtés. Il a fallu embaucher des douaniers, embaucher des inspecteurs. Et ça a été fait avec beaucoup de reports, de retards. On pourrait parler du cas nord-irlandais qui est épineux. Mais donc, voilà, le Brexit, c'est très, on va dire en anglais, cumbersome. Euh, lourd et on va dire inutilement lourd. On se demande pourquoi ce qui était facile devient compliqué tout d'un coup, mais parce qu'effectivement, on sort du marché intérieur et c'est le problème pour nous qui sont de l'autre côté, c'est un peu on appelle ça une démonstration par l'absurde. Qu'est-ce que c'est l'Union européenne? Parce qu'on peut voir un peu, on ne se rend pas compte en fait au quotidien euh, rappelé, effectivement vivre en Italie, j'avais pas du tout ces problèmes-là. Ou en Belgique aussi. Donc là, on le voit. Mais ayant dit ça, notre bilan du Brexit, je trouve, c'est qu'en fait, le hard Brexit, à la fois, il a eu lieu, mais il n'a pas eu lieu autant qu'on pouvait imaginer. Je m'explique. Parce que sur l'écoute des Brexiteurs et les slogans de l'époque, c'est d'une part, on va plus absolument rien avoir avec l'Union européenne. Et on va tout refaire nos propres normes. Mais recréer vos propres normes, vos standards, en fait, ça demande beaucoup de moyens techniques. Et c'est à la fois une tâche titanesque et un peu inutile, en fait. Parce que les entreprises disent, mais en fait, nous, on préfère bien plus garder les normes qu'on connaît, ça donne une sécurité juridique, plutôt que de refaire une autre norme. C'est un peu, moi je donne l'exemple, c'est un peu comme si on utilise souvent du papier format A4 et ça rentre dans une imprimante. Et là, on va dire, on va faire un autre format parce que c'est le format britannique. Ils n'ont pas fait notamment, mais je veux dire, c'est plusieurs choses comme ça. Et en fait, on voit bien que dès qu'on veut changer des normes, et là, on parle d'un marché de 69 millions d'habitants, pas de 450, donc voilà, c'est un peu tout ça pour ça. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Donc, en fait, la divergence assez militante a cessé. Et il y avait un projet de loi qui voulait une sorte de loi balai qui aurait éliminé toutes les normes européennes. Finalement, ils ont renoncé parce que il n'y avait pas les moyens derrière de tout refaire à la britannique. Donc finalement, je dirais, il y a eu un peu de divergence, mais pas beaucoup, notamment sur tout ce qui est sur les produits manufacturés. On joue plutôt la carte de pas trop s'éloigner. Donc déjà, il n'y a pas eu ça. En termes de dette d'État ou inversement de dérégulation sociale, là non plus, ça n'a pas du tout été massif. Bon, si on disait que ça va être Singapour sur Tamise, ça va être une sorte de Far West à nos portes. Il y en a un peu sur, par exemple, le cap ils ont décapé des bonus des traders ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu non plus de grands soirs de la dérégulation. Et puis, l'autre slogan important pendant cette campagne, vous vous souvenez, c'était la vision d'un Global Britain, une Britannique globale, où l'Union européenne était finalement un partenaire parmi d'autres parce qu'on allait faire des accords avec le monde entier. Et 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, encore une fois, ça dépend comment on compte par rapport au référendum ou à la sortie effective, le compte n'y est pas parce que finalement, au jour d'aujourd'hui, plus de la moitié des échanges, import et export, se font toujours avec l'Union européenne. Il n'y a pas vraiment eu un grand redistribution des flux. Et parce que je crois que c'est une leçon aussi de géographie, le Brexit. La géographie ne change pas et la Manche ne s'est pas élargie depuis. Et donc, finalement, vos voisins immédiats et le marché unique est là. Et donc, il y a eu des accords de libre-échange, d'ailleurs, cette année, effectivement, au mois de mai, on en signait un avec le gouvernement espagnol, on en signé un avec l'Inde, un autre avec les États-Unis. Il y en avait eu déjà avant avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Mais ça représente, avec l'Inde, c'est à peu près 2 à 3% du commerce. Donc, c'est pas 50%. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes flux. Et encore, la mise en œuvre est sur sur 10 ans. Enfin, ça va pas changer la donne. Avec les États-Unis, c'est plutôt je dirais, on pourra pas des anglicismes ce soir, mais c'était du damage control parce que c'était plutôt pour essayer de limiter au possible la hausse tarifaire auquel ils n'ont pas échappé. Puis Australie-Nouvelle-Zélande, bah, c'est bien, mais c'est quand même très loin aussi, hein. Donc c'est pour ça que on arrive justement au reset. Quand Starmer a été élu, qui est devenu Premier ministre après l'élection du 4 juillet 2024, il avait mis dans le manifesto du Labour, c'était de faire le reset. Hein. Alors, on peut traduire ça comme réinitialiser, réinitier c'est pas moins joli, je trouve, en français, la relation avec l'Union européenne, qui était quand même tombée très basse. On va dire, le Brexit a aussi laissé des traces. Moi, je le vois avec les diplomates qui je peux parler, notamment français. Euh, Ça a un peu aussi, il y a quelques irritants. Et pas seulement pour les questions de pêche, mais globalement, on a l'impression d'avoir passé beaucoup, beaucoup de temps sur ces questions et on veut passer à autre chose. Et donc, le reset est à la fois bien accueilli parce que ben voilà, quand quelqu'un veut dans la main et veut un peu se réconcilier, on ne va pas à la porte, mais empreint de beaucoup de méfiance toujours et de dire, bon, voilà, le Royaume-Uni, maintenant vous êtes sorti, c'est un pays tiers, et donc, voilà, il faut savoir ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote que aime bien raconter Nathalie Loiseau lorsqu'elle était ministre des Affaires européennes et qu'elle s'occupait du Brexit. Elle avait appelé son chat Brexit, parce que son chat, quand vous savez, les chats, parfois, ils veulent sortir et dès qu'ils sont sortis, ils remontraient. Donc, et je dis ça une anecdote parce que c'est un petit peu l'impression que ça peut donner parfois que le reset, c'est dire, mais alors, vous voulez rentrer ou pas? Cruel quand même. Alors, le reset n'est pas une politique de réadhésion, je le dis tout de suite, c'est pas du tout l'idée. Et c'est en fait une politique très, très contrainte, très prudente. D'une part parce que ce reset a tout de suite été assorti de 3 lignes rouges. C'est-à-dire que on se rapproche, mais on ne revient pas dans le marché intérieur, on ne revient pas dans une douanière et on ne veut pas de liberté de circulation des personnes. Donc déjà, ça limite un peu les marges de manœuvre de ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'on peut être assez vite sur le champ des possibles. Et parce que on revient aussi que Keir Starmer n'a pas, qui est d'ailleurs plutôt un homme prudent de nature hein, politique, euh, c'est pas l'audace, mais en revanche, il veut, il veut pas être accusé de procès en trahison de Brexit. Parce que même si le référendum a bientôt 10 ans, le référendum est là, il faut le respecter. Le Labour a été suffisamment divisé aussi en interne sur ces questions, qu'il a avancé à pas très feutré, à pas prudent avant de dire on va se rapprocher des Européens. Il y en a dans son camp qui voudraient qu'il aille beaucoup plus loin, mais il n'a pas voulu. En fait, je dirais, il y avait 3 contraintes, hein. Il y a ces lignes rouges déjà que j'ai dit. Il y a la contrainte aussi politique interne de ne pas, en fait, de faire ce reset sans relancer un grand débat passionné sur l'Europe qui a aussi fatigué les Britanniques. En fait, là-bas, le Brexit est aussi, même si maintenant ça revient un peu dans le débat, mais quand je suis arrivé il y a 2 ans, c'était le sujet dont vous savez, un peu comme ces repas de famille, où parfois il y a un sujet qu'on met sur la table et ça y est, tout le monde part et ça peut gâcher le repas, donc on évite de sujets qui fâchent tout le monde. Donc, en fait, parce que le Brexit, vous savez, ça a divisé beaucoup, non seulement géographiquement, non seulement sur les générations, mais même aussi les familles. Parfois. Donc, tout le monde était un peu fed up avec ce débat. Donc, il fallait faire un reset, mais sans que ça fasse la une des journaux, et notamment pas des tabloïds. Ils sont vraiment aux aguets sur est-ce que vous n'êtes pas en train de trahir ce que le peuple souverain a voté. Et puis, donc, ils sont venus avec des demandes, en fait, finalement assez pointues, peu techniques. Ce n'était pas, encore une fois, le grand soir de la grande réconciliation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir des visas, enfin, plutôt une extension de visa pour nos musiciens? C'était ça la première demande. Est-ce que, une demande plus importante, est-ce que les produits frais,
les produits végétaux, les produits alimentaires, voilà, je cherche le mot, peuvent passer sans ne plus être contrôlés, inspectés toujours, et ça libère un peu les flux. Et puis, est-ce qu'on pourrait aussi mieux reconnaître nos qualifications professionnelles mutuellement. Donc, et en fait, ça a l'air c'est à la fois des demandes techniques précises, en même temps, ça a l'air de rien, mais c'est pas évident. Quand effectivement, on n'est plus dans l'Europe, plus dans le marché unique, d'accéder à ça comme ça, comme si, bah, bien sûr, on va le faire. Et donc, il y a eu un peu une incompréhension. Quand je parlais avec des diplomates du Foreign Office, ils disaient, mais on ne demande pas la Lune, on demande juste si nos musiciens peuvent venir sans visa, parce que quand ils font des tournées, c'est très compliqué. Ah oui, mais si on le fait, c'est musiciens ou c'est toute la troupe, ou est-ce qu'il y a alors des musiciens américains, pourquoi vous? Donc, c'était compliqué. Et puis, il y a aussi d'autres prudences aussi que Starmer a eu, et je reviendrai, c'était bien sûr le contexte international a changé. Trump est revenu à la Maison-Blanche, et les Britanniques beaucoup aussi à la relation spéciale avec Washington, et à ne pas non plus aménager cette relation. Pour moi, un exemple un peu peut-être un peu de la confusion qui règne dans la diplomatie du pays, c'est que on a eu, ou plutôt en tout cas des efforts qui sont faits, c'est qu'on a eu en un trimestre, et apparemment était inédit au Royaume-Uni, il y a eu 3 visites d'État. Le président Macron est venu en visite d'État au mois de juillet, Trump est venu en septembre, et là, il vient d'avoir le président allemand, Steinmeier. Donc le carrosse à Windsor et tout, le roi a fait ça très bien, mais voilà, c'était d'habitude, ça n'est pas aussi resserré, mais on sent bien qu'il faut vraiment ménager ses partenaires, et c'est pas facile. Et d'ailleurs, vous avez dit, c'était au mois de mai, le 19 mai, le sommet UE-UK, et effectivement, c'est juste la semaine d'avant, donc il y avait des accords signés avec l'Inde et les États-Unis, et on sentait qu'il fallait surtout montrer que certes, on se rapproche avec les Européens, mais en même temps, on reste proche, et la special relationship et bien sûr n'est pas on fait cet exercice d'équilibre. Donc ça aussi, c'est l'autre contrainte. Et comment le reset a été accueilli côté des 27? Il n'y a pas une unité aussi forte que quand Michel Barnier a versement négocié de la sortie. Je dirais que pour un peu forcer le trait, les Français sont plutôt dans le rôle un peu de bad cop en disant bon, vous êtes sortis, c'est fini, pays tiers, nous, ça nous intéresse pas. Bon, on demande rien, donc on se passe très bien de vous. Les Allemands disant quand même, faisons quand même des efforts, les Pays-Bas aussi, et la Commission, c'était bien, en tant que gardien des traités, donc voilà, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Voilà. Donc, c'est pas exactement les Britanniques, c'est ça va un peu aussi jouer, bien sûr, des positions des uns et des autres pour essayer d'avoir la meilleure chose. Mais il y a eu quand même, effectivement, ce sommet du 19 mai était quand même le premier sommet depuis le Brexit. Parce que, je veux dire, on ne se parlait plus. Enfin, il y avait plus, par exemple, il y a eu le Covid aussi, qui en plus a fait que les visites étaient très limitées, mais il y avait, par exemple, côté français, il y avait presque plus de ministres qui venaient, et même très peu de hauts fonctionnaires. Le dialogue était vraiment rompu. Vraiment rompu. Et là, ça a vraiment nettement repris. Le dialogue est rétabli à tous les niveaux. Et justement, le point d'orgue, donc, ça a été ce sommet du 19 mai, qui se veut le premier d'une série, puisqu'il y en aura un autre l'année prochaine, sans doute en mai-juin, et comme ça se veut maintenant désormais un sommet annuel. Alors, ça ne me paraît pas grand-chose, mais c'est vrai que c'était quand même presque anormal que l'Union européenne fasse des sommets régulièrement avec la Corée du Sud, avec l'Afrique du Sud, avec le Mercosur, et rien, absolument rien, avec le Royaume-Uni. Et puis, au-delà de ça, il y a eu effectivement des invitations. On a vu Keir Starmer assister à un conseil européen informel. On a vu Rachel Reeves, la chancelière d'échiquier, à un ECOFIN. David Lamy, lorsqu'il était au Foreign Office, participait aussi à un conseil affaires étrangères. Donc voilà, on s'est envoyé des politesses, on se parle, et
les Britanniques, effectivement, à qui ces formats manquent, hein, de retrouver leurs homologues. C'est déjà le 8.7 a déjà fait ça. Mais ce n'est pas aussi évident, comme vous le soulignez. C'est pas parce qu'on a fait ce sommet, qu'on a fait une déclaration et qu'on a une feuille de route que ça se passe aussi facilement que ça, parce que même si je parlais des demandes un peu pointues, le diable est dans les détails. Et là, on arrive un peu, les JAF avec la Commission est un mandat qui était long à arriver pour que vraiment ils puissent négocier avec les Britanniques. Mais je dirais, là aussi, une chose importante, c'est que des lignes rouges ont été franchies des deux côtés. D'une part, côté britannique, où on disait, oui, enfin, en tout cas, pour le Brexit, il est hors de question qu'on s'aligne sur le droit européen. Eh bien, les Européens ont dit, mais si vous voulez lever des contrôles sur des produits frais que l'on importe de chez vous ou ceux qui viennent chez vous, qu'on envoie chez vous, il faut quand même que vous alliez sur nos normes. Sinon, comment est-ce qu'on peut être confiant que les produits britanniques qui viennent sur nos marchés seront bien aux normes européennes? Est-ce que vous pouvez diverger? Donc, il faut vous aligner sur le droit européen et suivre la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui est en cas de litige. Et finalement, c'est passé. Donc, ça n'a même pas, c'est passé un peu sous les radars d'ailleurs. Mais cette ligne rouge qui aurait fait frémir n'importe quel Brexiteur convaincu, finalement, pragmatisme a fait qu'on dit, bah, finalement, oui, on va s'aligner. Alors, je trouve que c'est effectivement là le Take Back Control qui était le slogan. On ne voit pas trop, puisque finalement, s'aligner sur du droit dans lequel vous n'intervenez plus, et vous êtes plutôt rule taker que rule maker. Mais c'est comme ça que c'est prévu pour 2027, si c'est clair. Mais les Britanniques demandent quand même quelques exemptions pour certains traitements qu'ils font à des. Alors, je ne suis pas assez vétérinaire pour savoir exactement, même pas du tout vétérinaire pour savoir dans le détail l'objet des demandes, mais j'ai compris que voilà, il y a des choses qu'ils voudraient pouvoir continuer de faire et être exemptés de faire, et bon, nous, on n'est pas forcément d'accord que ce soit, dans ce cas-là, pas contrôlé. En plus, si jamais je prends un accord de libre-échange approfondi avec les États-Unis, qu'il y a des produits agricoles américains qui transiteraient par le Royaume-Uni, qui se retrouveraient chez nous sans contrôle, donc on est quand même prudent. Et puis, autre chose, inversement, nous, on dit, mais le foie gras, quand même, vous pourriez l'autoriser plutôt que le bannir. Eux disent, oui, mais on a aussi des produits OGM, il faudrait peut-être l'autoriser sans contrôle. Donc voilà, on est quand même dans des débats qui sont loin d'être finis, qui sont très techniques, mais qui vont durer un certain temps. Puis on dit aussi, mais finalement, si vous voulez participer à tout ça, il y a un coût. Parce que nous, on a embauché plein de gens qui contrôlent, et à cause du Brexit, maintenant, il va falloir les mettre au chômage, parce qu'on va lever des contrôles, alors qu'on a tout rétabli. Et puis si jamais Starmer n'est plus au pouvoir et qu'il y a quelqu'un d'autre comme M. Farage qui arrive et qui dit ah, non, non, moi je rétablis les contrôles, on va les rembaucher. Donc faut avoir un peu d'argent pour. Donc on est dans ce genre de débat. C'est pas très glorieux hein, comme débat, mais c'est vraiment le quotidien des diplomates en ce moment. Mais bien sûr, le gros sujet, ça a été, ça va revenir, c'est le programme SAFE, puisque depuis le Brexit et depuis la menace russe plus mordante que jamais, l'Europe se réarme et donc il y a eu ce règlement SAFE hein, pour que la Commission puisse faire des prêts aux États afin qu'ils fassent des achats conjoints d'armement. Donc c'est quand même potentiel de 150 milliards. Ça fait beaucoup d'argent et les Britanniques qui ont une industrie défense conséquente on dit, mais ce serait quand même dommage que personne vienne acheter chez nous alors qu'on a plein de choses à mettre sur le marché. Donc, on voudrait être aussi dans ce programme, comme d'ailleurs vient de le faire le Canada. Et là, il y avait jusqu'au 30 novembre pour se mettre d'accord parce que les appels d'offres vont pouvoir commencer. Et la Commission a dit, bah, si vous voulez profiter de ce programme, au regard des profits que vous pourrez en faire, on évalue à 6,5 millions le coût d'entrée. 6,5 milliards, et 6,5 milliards, pardon, et eux avaient dit 70 millions. Donc, on est encore loin du but.
Mais on peut y revenir dans les questions parce qu'il n'y a pas que ça qui fait que ça a freiné, même si ça, je pense que ça pourra, la négociation pourra reprendre. Et puis, les côtés européens, nous aussi, on avait quand même une demande. Et c'est quand même, et on est ici à Sciences Po, on disait, mais c'est quand même dommage, tous ces jeunes qui ne peuvent plus aller étudier au Royaume-Uni, ni même faire des stages ou trouver un emploi, ou alors il faut un visa, et puis c'est très compliqué, c'est très long. Donc, on voudrait, d'une part, est-ce que vous ne voudriez pas revenir dans Erasmus? Et est-ce qu'on ne pourrait pas même faire un Youth Mobility Scheme, un plan pour faciliter la mobilité des jeunes, et donc là, pas étudiants, mais au-delà, pour des stages, pour faire un séjour, un emploi. Que s'il y a un domaine où le Brexit est très visible, c'est dans les universités. Et si vous regardez les courbes, hein, il y a plus beaucoup d'étudiants européens. Hein. Ils sont allés en Irlande, aux Pays-Bas ou ailleurs. Il y a beaucoup de non-UE et on pourrait y revenir si vous voulez dans le débat où ça en est, mais si vous allez faire un tour à Oxford ou Cambridge, les photos de classe et tout, ça se voit. Et c'est vrai que c'est vraiment un changement conséquent. Et les Européens, notamment en particulier les Allemands, regrettent qu'il n'y ait plus ces échanges humains que peut-être plusieurs ici ont pu connaître dans leurs études, dans leur jeunesse. Donc, ça, on va voir aussi, c'est quelque chose qui avance. Il y a aussi, mais je ne voudrais pas être trop long et on verra, question, il y a aussi sur le marché de l'énergie des possibles, puisque normalement, le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, le 1er janvier prochain, ils devraient payer la taxe carbone aux frontières. Mais pour l'éviter, il faudrait que leur marché du carbone soit raccordé au nôtre. Alors, on a des prix de carbone différents, mais il y a un processus aussi pour rapprocher. Il y a aussi un projet d'interconnexion énergétique, parce qu'il y a beaucoup, chez eux, en mer du Nord, des éoliennes ont plein d'électricité à revendre, donc ça les intéresse beaucoup. Et donc, c'est des projets de centrales nucléaires. Donc, ça, c'est des grands projets aussi à l'œuvre. Et pour terminer, je voudrais aussi insister que le Reset, ça concerne la relation entre l'Union européenne et le UK, et c'est avant tout une initiative britannique, mais les Britanniques ne regardent pas l'Europe qu'à travers le Royaume-Uni. Ne regardent pas l'Europe qu'à travers l'Union européenne. Et donc, ils sont les premiers à avoir sauté sur l'occasion qu'offrait le nouveau format lancé par le président Macron le 9 mai 2022, qui est la Communauté politique européenne. Cette Communauté politique européenne, c'est très informel, c'est très vague, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. On va dire, c'est pas d'européen, ça rejoint tous les pays du continent, Turquie comprise, Islande, Norvège, Suisse, Monaco, enfin, tous les pays, 47 pays, et sauf bien sûr Russie et Biélorussie. Ils se réunissent tous les 6 mois et les Britanniques sont, avec les Français, peut-être les plus qui sont vraiment appropriés la chose. C'est d'ailleurs la seule chose que Liz Truss a eu le temps de décider, c'était de rejoindre ce nouveau format qui permet justement au Premier ministre britannique d'être avec ses pairs et à défaut d'aller au Conseil européen, de voir tous les 6 mois ses homologues. Et puis, on les voit maintenant pour l'Ukraine dans qu'on appelle la Coalition of the Willing. Donc là, c'est aussi un pilotage franco-britannique pour étudier comment on va mettre des garanties de sécurité pour l'Ukraine au cas de cessez-le-feu. Donc ça, c'est des réunions qui ont lieu tantôt à Londres, tantôt à Paris, pas à distance, mais ils sont vraiment pilotes de ça. Ils sont bien sûr dans l'E3. Vous avez vu dernièrement ces images où on voit Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron et Zelensky. Ils se rencontrent sans arrêt. Donc voilà, les Britanniques en fait, sont assez friands aussi de formats. Et il y en a aujourd'hui un certain nombre, Weimar Plus aussi, qui permet d'être dans le jeu européen, à défaut d'être dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne, j'ai expliqué tous les contentieux qu'il y a, et ça ne se fait pas comme ça, alors que là, on peut retrouver par d'autres, c'est un peu comme si je ferme la porte, et par la fenêtre, on peut arriver finalement à rentrer et retrouver les Européens dans un autre cadre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut-être va aussi se développer.
En conclusion, je dirais que si le reset bute sur des limites que j'ai décrites, c'est aussi parce que je pense que côté britannique, il est vraiment pensé avant tout, et c'est vraiment son premier objectif, et qui doit servir à doper la croissance des pays. Le slogan là-bas, c'est Jobs, Build and Borders. Il faut que ça crée des jobs, que ça se voit sur les factures, parce que l'inflation est quand même de 3,5%, elle est plus élevée qu'ici, qu'en zone euro, et la croissance, effectivement, le Brexit n'a pas boosté la croissance. Au contraire, il y a une étude économique la plus sérieuse sortie récemment qui évalue que le PIB britannique a perdu 6 à 8% depuis la sortie du Royaume-Uni, et on parle quand même d'un PIB du G7. Hein. Euh, donc, euh, donc là, mais si vous voulez, lorsqu'on présente le reset aux Européens comme avant tout euh, devant servir à la croissance britannique, les Européens disent, bon bah oui, c'est bien, c'est dommage pour vous, mais c'est pas notre problème prioritaire pour nous, donc il faut peut-être présenter les choses autrement. Et euh, effectivement, aujourd'hui, avec la manière dont Trump considère les Européens, britanniques compris, et peut-être que l'exercice d'équilibre jusqu'à maintenant tenu non sans mal par le Foreign Office et Downing Street, euh, ce qu'il faudra à terme un peu plus choisir son camp, un peu plus être plus franchement ou pas avec le reset. En tous les cas, aujourd'hui, le grand débat vraiment dans les journaux britanniques ces jours-ci, c'est est-ce qu'on ne devrait pas rejoindre l'union douanière. Donc on sent que le débat pointe et donc le reset va continuer, mais c'est encore une, une affaire très compliquée, encore peut-être aussi compliquée que le Brexit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Beaucoup, cher Sébastien, pour ce bon exposé qui effectivement a dépassé 10 minutes le temps usuel dans cette belle maison dont j'ai oublié de dire que tu étais diplômé, bien sûr, en 1994, pardon, pour cette lacune de ma part. Peut-être qu'avant d'ouvrir la discussion à la salle, on pourrait rebondir sur certains points de ton exposé, et notamment en ce qui me concerne sur cette affaire de SAFE. Tu as indiqué dans ton propos que le Royaume-Uni avait à cœur de se rapprocher de l'Union européenne, mais il me semble quand même que dans le contexte de la guerre en Ukraine, de l'agressivité russe, l'Union européenne avait bien un intérêt effectivement à ouvrir sa main au Royaume-Uni et à faire participer les Britanniques au programme SAFE, même si ça pouvait représenter ensuite une forme de concurrence en matière industrielle pour ce qui est de l'accès aux différents marchés permis par ce financement communautaire. Est-ce que c'est comme ça que tu as vu ça? Et puis pourquoi est-ce que surtout ça a bloqué cette question du financement? Non, en effet, et lors du sommet du 19 mai, il y a eu un document pour une sorte de déclaration commune pour montrer à quel point l'Union européenne et le UK sont like-minded. On partage les mêmes valeurs, on a les mêmes intérêts, et sur beaucoup d'affaires internationales, on a vu par exemple reconnaître la Palestine aussi comme la France. Hein. Donc, on est en fait d'accord sur le fond, et si un pays qui a soutenu l'Ukraine dès le départ très fortement, bien avant Starmer, hein, avec Boris Johnson, c'est bien sûr les Britanniques qui ont appris aussi à se méfier beaucoup des Russes. Donc là-dessus, c'est clair. Euh, Eux sont persuadés, quand on parle là, ils sont persuadés que c'est la France qui ne veut pas, euh, pas partager le marché. Ça veut dire que voilà, ça fera d'autant moins pour nos propres industries. Je pense que c'est un procès quand même un peu exagéré, mais où il y a une méfiance, en tout cas une prudence. Moi, je ne connais pas le détail de comment est calculé les 6,5 milliards, et certains disent que ça pourrait créer, si on arrive à 2 milliards, ça pourrait mettre tout le monde d'accord. Je ne sais pas si ce sera ça le compromis. Mais au-delà de ça, euh, on est ouvert à ce que, quand on dit européen, à ce que les entreprises britanniques d'armement participent à ces marchés, mais il faut être sûr qu'elles soient réellement britanniques. Je veux dire par là que qui les détient, qui est leur actionnariat, et est-ce que dans les armements qu'elles produisent, il faut absolument que les composants eux-mêmes
lorsqu'on parle de vraiment complexe, il y a des composants qui viennent dans la chaîne de valeur qui viennent de partout. Est-ce que si on doit après l'exporter en Ukraine ou ailleurs, si c'est Pentagone qui doit donner son feu vert, on n'est plus beaucoup dans l'autonomie stratégique, qui est quand même le but premier de ce programme. Donc, ce n'est pas qu'une question, on dirait, de coût d'entrée, mais aussi une question d'être certain que les achats, les produits d'armement, enfin les armes de défense que les Britanniques participeront dans ce programme seront réellement, auront un usage autonome. Ou alors, c'est la règle, c'est que si un des composants est, justement est américain et est lié à une autorisation, il faudrait dans ce cas-là le remplacer par autre chose, parce que sinon, ça. Donc, ça, c'est en fait assez compliqué, mais il y a effectivement une réelle volonté, notamment. Effectivement, les Français ne sont pas impatients que les Britanniques reçoivent le programme SAFE, je le vois, mais beaucoup d'autres pays qui ne veulent pas non plus être trop, versement, trop dépendants de l'industrie française, tout ce serait quand même bien d'avoir aussi l'industrie britannique, BAE Systems et autres dans le jeu. Donc, je comprends, et ce que j'entends, c'est que la messe n'est pas dite et que le 30 novembre, il y a une échéance, mais des échéances devraient être se poursuivre et continuer. Tu as une question, Michael? Oui, ce que m'intéresserait, c'est par rapport au rapprochement. Vous avez dit que la perspective du gouvernement Starmer, c'est bientôt concentré sur le sujet de l'économie. Et je me demande, croissance, oui. Et je me demandais maintenant, on a pu aussi observer une puissance ou une influence augmente dans la politique britannique du parti du Nigel Farage. Et est-ce que ça a déjà eu une influence sur ce rapprochement ou est-ce que le gouvernement Starmer a peut-être réussi à isoler les deux facteurs intérieurs et extérieurs? Oui. Alors, ça me permet de votre question de peut-être dire un mot de la situation politique britannique, qui est quand même un peu aussi mouvante. Keir Starmer, lui, il a été élu en juillet 2004, après avoir repris le contrôle du parti, d'avoir recentré, à l'époque de Jeremy Corbyn, avec une majorité vraiment écrasante liée au mode de scrutin britannique. Une majorité, je dirais que, à faire pâlir d'envie n'importe quel parti ici aujourd'hui. Vraiment écrasante. Et pourtant, on a l'impression d'avoir un gouvernement minoritaire. Parce qu'il y a tellement de frondeurs, pour reprendre un terme d'ici, qu'il est obligé de composer et de faire beaucoup de concessions à ses MPs, à ses députés ou aux backbenchers, et que ça s'est vu d'ailleurs dans le budget récemment qui a été présenté. Et donc, finalement, il est assez fragilisé. En septembre, j'ai été à suivre la conférence du Labour à Liverpool et on parlait que du manque du leadership contest, de je cherche mes mots en français maintenant, mais la façon dont le leadership de Starmer était défié en interne, notamment par le maire du Grand Manchester, donc il y a effectivement une vraie échéance, notamment l'année prochaine, les élections en Écosse et au Pays de Galles, au mois de mai. Et le Pays de Galles a souvent été un fief travailliste et qui est vraiment qui pourrait être perdu peut-être au profit du parti de Farage ou à d'autres, notamment au parti gallois. Mais en tout cas, c'est mal parti pour le Labour. Et donc, peut-être si le Labour fait un très mauvais score dans ces deux nations, le leadership de Starmer, là, à la conférence Labour qui suivra, pourrait vraiment être très contesté. Donc voilà, la question qui alimente beaucoup des débats politiques en Bretagne, c'est est-ce que Starmer fera son mandat jusqu'au bout? Normalement, c'est jusqu'en 2029. Donc, il a fait un grand remaniement gouvernemental, mais il est très bas dans les sondages. Il n'a jamais été vraiment populaire, en fait. Et il a été élu aussi, plutôt parce qu'il y avait un énorme ras-le-bol des Tories, qui étaient 14 ans au pouvoir, et qui sont vraiment rendus responsables de la situation du Brexit. Et c'est ça qui est un peu curieux et vraiment que je ne m'explique pas, en fait, c'est que à la fois, les sondages d'opinion montrent que la grande majorité, près de 60% britanniques, regrettent le Brexit, truc que c'était finalement pas
un choix très heureux, ce qui ne veut pas dire rejoin. Hein. On peut regretter sans vouloir revenir. Mais il y a le mot regret maintenant, c'est le regret qui est là. Et pour autant, Farage est très haut dans les sondages, comme si lui n'était pas responsable de la situation. C'est vrai que c'est plutôt Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss, David Cameron et beaucoup de premiers ministres qui ont essuyé les plâtres sur cette question, qui sont tenus comme responsables, en plus avec la gestion du Covid. Mais donc, euh, Starmer est plutôt élu parce que il a profité, je dirais, que les Tories soient rejetés. Mais aujourd'hui, on observe, comme ailleurs, une vraie fragmentation du paysage politique britannique, avec d'une part le parti Reform UK, que soutient ouvertement Elon Musk, donc à l'extrême droite. Les Tories essaient de sauver les meubles, mais se sont aussi énormément droitisés. Maintenant, les grands sujets pour eux, c'est de rester ou pas dans la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, donc il y a cette question-là. Les Lib Dem, en fait, sont plutôt en forme et un leader qui plaît. Voilà, quand il y a des élections partielles ici ou là, ou des élections municipales, ils font des bons scores, et même les Verts aussi. Et puis maintenant, Jeremy Corbyn vient de créer, c'était le week-end dernier, il vient de créer son propre nouveau parti, qui s'appelle Your Party. Mais j'ai pas plus encore de sondage là-dessus, mais voilà, ça montre que on les avait tous connus comme ici le bipartisme britannique entre Labour et les Tories. On voit que maintenant l'équation devient beaucoup plus compliquée. Et ça pour dire que le reset, en fait, au départ, Starmer, je l'ai trouvé très prudent, y compris pour les raisons que j'ai dit, de ne pas vouloir montrer qu'il trahissait le Brexit. Mais aujourd'hui, avec la montée de Farage, qui est vraiment son opposant politique premier, depuis ces derniers mois, le gouvernement crache au Brexit, mais de manière ouvertement, enfin très, très explicite, et tout est la faute du Brexit. Alors vraiment, il n'osait pas trop le dire, et rassurer donc, et en rappelant que quand même Farage n'est pas complètement innocent dans cette affaire. Ah ouais. Donc, et même loin de là. Donc, c'est peut-être la manière dont il le gère politiquement. Alors, j'ai une autre question sur Keir Starmer. Dans quelle mesure est-ce qu'il paye sa faible popularité par le fait qu'il a peu d'expérience politique, finalement? Tu rappelais qu'il est arrivé un peu par surprise. Il n'a pas été très concurrencé non plus pour prendre la tête du Labour après les crises multiples liées à Jeremy Corbyn. Et au fond, c'est pas un homme politique, c'est un ancien procureur général de la Couronne, c'est un homme de droit qui était effectivement très méticuleux, très impliqué dans la technicité de ses dossiers, mais pas dans le monde politique. Alors, est-ce qu'il gouverne bien avec tous les atouts que peuvent avoir les gens blanchis sous leur nez? Ben, en tout cas, par contre, c'est un vieux militant du Labour et d'une famille Labour. Enfin, il est vraiment, il connaît le parti en interne très bien. C'est effectivement un député de Londres. C'était un Remainer au départ, donc il est très à l'aise en fait, en quelque sorte, à porter le reset parce que c'était ce qu'il voulait. Mais c'est vrai que dans son gouvernement, globalement, il n'y a pas que lui. Enfin, il y a Rachel Reeves qui est aussi considérée comme la femme forte, qui est la numéro 2 et ils ont vraiment fait un ticket. C'était vraiment un duo hein, qui fait pendant la campagne. C'était vraiment eux deux qui étaient là. Effectivement, il a hérité d'un parti divisé avec, comme on voit aussi parfois dans d'autres partis de gauche en France. Mais bien, c'est vrai que euh, je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir une tâche aussi difficile avec sa propre majorité. Est-ce que c'est un manque de charisme il est décrit comme. Il est un peu, quelque part, il me peut un peu me faire penser à Scholz en Allemagne. C'est pas un tribun, c'est quelqu'un de qui est considéré comme assez ennuyeux. Alors, parfois, dans certaines périodes, ça peut être rassurant aussi d'avoir quelqu'un d'ennuyeux. Et à d'autres moments, alors, il y a un petit peu de. Mais c'est vraiment pas le même tempérament qu'un Merz, qu'un Macron. Donc c'est vrai qu'il ou Kobler, voilà. Non, il n'est pas du tout flamboyant.
et pas, mais bon, parfois c'est une qualité, parfois ça dépend des moments d'opinion. Donc, là, en ce moment, effectivement, la période est quand même assez dure pour lui. Et c'est aussi parce que, en fait, il est devenu assez impopulaire parce que dans le Labour avait, au départ, voulu vraiment rassurer la communauté d'affaires qu'ils n'allaient pas augmenter les impôts, qu'ils n'étaient pas là pour dépenser, c'était pas tax and spend. Et finalement, dans le budget qu'ils ont présenté, là, il y a quand même beaucoup de taxes et de spend à venir. Donc, parce qu'il fallait justement, il a quand même réussi et ça c'est quand même assez fort, il a réussi à présenter un budget qui à la fois rassure les marchés financiers et rassure l'aile gauche de son parti. On dit chapeau. C'est quand même. Alors, je sais qu'on est en France aussi à chercher quels sont les meilleurs compromis possibles, mais c'est vrai qu'il a quand même réussi à faire ça parce que, quand même, savoir une chose aussi, c'est que la hantise aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est quand même l'épisode Liz Truss, qui est resté un mois hein, dans au pouvoir et qui est tombé à cause de son budget, à cause des marchés financiers qui ne croyaient pas dans ce budget. Et c'est là où aussi on voit quelque part à quel point la zone euro est une protection invisible, mais je ne sais pas si nous étions sans BCE, sans couverture de l'euro, si notre dette ou déficit serait en pleine nature, que ça, sans filet, serait aussi bien euh, apprécié par les marchés financiers. Donc là, eux, les Britanniques, sont vraiment, je dirais, sans filet. Et, et ça a laissé des traces, cet épisode d'East ce qui est vraiment devenu une petite blague à part, c'est quand Barnier est tombé, aux Britanniques, on disait ah, il a duré 2 trusts. Comme une unité de mesure. Et le cas, c'est laissé, c'est la fragilité par excellence quand ça dure aussi peu de temps et tomber comme ça sous pression des marchés financiers, ça rend n'importe quel chantier d'échiquier très très prudent dans la manière dont il fait son budget, quitte à effectivement se laisser quelques marges. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, avant d'ouvrir sur la salle, que Starmer a été peu courageux auparavant sur le Brexit et qu'aujourd'hui encore, il n'affiche pas suffisamment sa volonté réelle de se rapprocher? Est-ce qu'il n'y a pas dans le discours qui est fait par l'AMI, notamment le ministre des Affaires étrangères, sur la possibilité, voilà, avec David Lammy, sur la possibilité de rejoindre l'union douanière, quelque chose d'un petit peu ambigu, d'un peu non assumé? Non, alors, il ne oui, devrait pas trancher un peu plus. là, c'est encore une fois, c'est le tempérament de Starmer qui est très prudent et je dirais, quand il a fait le reset, il n'y a pas eu d'équivalent quand Macron a été élu en 2017, il a fait le discours à la Sorbonne et tout le monde a compris que l'Europe allait être un grand axe de son mandat. En tout cas, il y avait beaucoup de discours, de grands discours, longs discours sur l'Europe. Là, le reset, je ne pourrais pas vous citer un discours sur le reset. Il n'y a pas de discours sur le reset. C'est, je vous ai dit, s'il y a une liste de courses, et est-ce qu'on pourrait avoir des actions de visa, est-ce qu'on pourrait enlever les contrôles phytosanitaires là-dessus, s'il vous plaît, soyez gentils. Mais c'est pas du tout une vision portée. Starmer n'est pas un homme à faire ce genre de discours, et ça lui est reproché. Et notamment les Lib Dem, qui sont les plus europhiles, disaient il faut aller franchement. Et en fait, quand l'union douanière, juste pour bien se comprendre, hein, c'est pas forcément rejoindre l'union douanière d'un autre. En fait, ça peut être créé comme pour la Turquie, créer un, une union douanière propre avec eux. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, avec l'accord de commerce d'ici qu'on a, il n'y a pas de droit de douane ni de quota pour des produits qu'on échange. Alors, ils sont contrôlés, je vous rassure, mais il n'y a pas de droit de douane dessus, mais pour des produits botaniques. Il faut que le contenu local soit suffisant pour exempter le droit de douane. Parce que c'est-à-dire, sinon, si la Chine passait par l'UE pour faire passer, bon, voilà, ça ne marchait pas. Et donc, par contre, s'il y a une union douanière, beaucoup d'autres produits non britanniques peuvent passer. Donc, il faut vraiment, c'est aussi Mais pour eux, ça peut être vraiment, encore une fois, ceux qui traitent ça, c'est vraiment pour booster, essayer que ça peut-être redonne quelques points de croissance. Parce que globalement, quand je disais que plus de la moitié des échanges se font toujours avec le marché unique, certes, mais dans un volume qui a diminué. Ça a diminué parce que, encore une fois,
plusieurs producteurs, fournisseurs ont dit, mais moi, je ne vais pas m'embêter avec la paperasse britannique, l'étiquetage que je dois faire juste pour ce marché, et tant pis. Donc, ça a diminué maintenant. Il y a sûrement des questions nombreuses dans la salle. Pour le temps imparti, parce que Pour le temps imparti. c'est que je dois pourtant aller prendre le train pour Londres ce soir, et les contrôles douaniers sont un peu longs. Je ne voudrais pas rater mon train. Et Bastien doit partir à 19h30, malheureusement. Donc, Précis. on a sans garde temps pour une dizaine de minutes de questions avant de prendre un petit verre de l'amitié. Madame, vous avez une question. Moi, je voudrais savoir quelles sont les relations entre l'Angleterre à l'heure actuelle, ou la Grande-Bretagne, et le foutu Trump. Ah. L'actrice Starmer a plutôt réussi à se faire accepter, parce qu'aujourd'hui, quand on va dans le bureau ovale, on a l'impression que c'est le supplice public dans le monde entier. Et Trump l'a félicité pour son beautiful accent. Et alors là, ils ont réussi à jouer une carte qui marche très bien chez Trump, c'est de l'inviter chez le roi. Ah oui. Et donc, il a eu la visite d'État, il a eu son tour en carrosse. Mais je dois dire une chose, et ça montre bien quand même comment sont les Britanniques vis-à-vis de Trump. Je ne parle pas de roi, c'est pas. Mais c'est autant quand le président français Macron est venu, il est allé dans Londres, il y a eu il y a eu pas comme en Chine, mais en tout cas, il y a eu quand même beaucoup de moments publics, alors que là, c'était tout à Windsor. Et en fait, Trump n'a pas mis les pieds dans Londres. Non seulement parce qu'il n'aime pas le maire, mais aussi parce que tout le monde crée, il n'y aurait eu que des grosses manifestations. Il est vraiment détesté par les Britanniques. Et donc, c'est tout là aussi la difficulté l'exercice, la ligne de crête de la diplomatie. Alors, en plus, ils ont nommé un ambassadeur, Peter Mandelson, qui a dû démissionner à faire un travail avec Arthur Epstein, donc juste avant la visite d'État de Trump. Donc, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que ils subissent l'interférence, l'ingérence, on va dire, euh, américaines en politique, puisque, encore une fois, Farage a aussi été reçu par Trump, Elon Musk pour son soutien à Reform UK. Donc, c'est vrai que ça fait partie maintenant des manières de faire. Et Trump, dans son interview à Politico, a dit tout le mal qu'il pensait du maire de Londres, qui est un travailliste. Donc, voilà, Starmer essaye de ménager tout ça, parce que à cause de l'Ukraine, on ne veut surtout pas non plus faire partir trop vite. Donc, oui, c'était un moment assez pénible et assez compliqué. Mais Trump il est venu passer quelques vacances en Écosse, où il a une domaine. J.D. Vance est venu aussi en vacances dans les Cotswolds. Donc, ils aiment Aurélie. Ok, une autre question de Madame là-bas. Qu'il soit techniquement possible ou pas du tout, que finalement les Britanniques un jour organisent un autre référendum pour revenir en Europe. Bon, ça, c'est the big question. J'ai envie de dire, d'une part, vous avez raison, je pense que si la question devait se poser, il faudrait un nouveau référendum, puisque, en fait, dans l'histoire britannique, il n'y a pas eu 36 référendums. Il y en a eu un en 1974 pour rentrer, les Britanniques avaient dit oui pour rentrer, et souvenez-nous que nous, en France aussi, on a eu un référendum avant, en 72, où on a dit oui, vous êtes les bienvenus, puisqu'il fallait au moins un référendum du peuple français pour lever un veto de Gaulle. Donc, c'est ce que Pompidou avait fait. Donc, il y a eu des référendums, et après, il y a eu le référendum 2007, donc il faudrait un autre référendum pour défaire le résultat. Mais je ne sais pas quel serait le résultat du sondage, pas quel serait le résultat, mais ce serait, ça paraît beaucoup trop tôt, non seulement parce que je vous expliquais un peu avec la métaphore du chat, mais c'est vrai que si les Britanniques disent maintenant, finalement, est-ce qu'on pourrait revenir? Je ne sais pas sûr comment ça sera reçu aussi par les 27 qui vont dire mais make up your mind. Il faudrait quand même, on va pas recommencer des négociations. Et puis les chiffres en position de faiblesse. Ils avaient quand même une position finalement assez confortable, enfin, celle qu'ils avaient fait, ils avaient un rabais sur le budget, ils avaient des opt-out qu'ils voulaient, et donc une place, enfin, effectivement,
peut-être qui regrette qu'aujourd'hui de ne pas l'avoir perdu, mais en tous les cas, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je ne sais pas si ça. La question, je dirais, reviendra. Si je fais le parallèle historique, c'est un peu comme quand il y a eu le schisme de l'exemple du Cannes, il y a eu beaucoup de questions presque pendant les quelques années après. Enfin, est-ce qu'ils vont revenir en giron romain ou pas? Puis évidemment, il y a eu enfin, il y a eu plusieurs moments où c'était plus proche ou divergé ou pas, mais finalement, ils sont jamais revenus. Donc, je sais pas, ça invite aussi ils regardent de près comment se passe l'élargissement, aussi parce que, comme il y a beaucoup de questions maintenant d'intégration graduelle, où on fait avec les Balkans et avec l'Ukraine beaucoup de cherry picking. On dit, vous pouvez venir dans le marché de l'électricité, vous pouvez venir dans le télécom. Donc, il dit, mais en fait, nous aussi, peut-être, on pourrait faire ce genre d'accord. Donc, mais la vraie question, effectivement, c'est pas tant d'adhérer politiquement, surtout dans le débat, c'est vraiment qu'est-ce qui est bon pour la croissance britannique et comment est-ce qu'on peut revenir par la porte arrière dans le marché unique. Vraiment ça, plutôt que revenir par la grande porte politique. C'est ce qu'ils sont en train de faire, de venir par la marche. Le reset est un peu ça, et c'est pour ça qu'on fait attention. Mais géopolitiquement, on a aussi, et c'est un peu le sens aussi, je crois, de ta remarque et ta question, c'est que Barnier disait que le Brexit, ça a été perdant-perdant. De montrer à quoi ça pouvait être perdant pour eux, mais c'est aussi perdant pour nous, dans le sens où une puissance de la taille du Royaume-Uni, du pays du G7, une puissance nucléaire, armée importante, dans l'époque où, dans le monde multipolaire, je dirais d'avoir le Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne, ça n'arrange pas forcément non plus nos affaires dans le projet d'Europe puissance. Mais est-ce que les Britanniques voudraient adhérer à ce projet? Pas évident. En même temps, au niveau de la défense, ils n'ont pas jamais vraiment fait le Brexit, parce qu'il y a énormément de coopération entre l'Europe et la Grande-Bretagne, et même entre la France et la Grande-Bretagne. Il y a plein de projets communs d'armement, il y a beaucoup de choses. Et moi, je suis des conférences de géostratégie politique à la Sorbonne, et c'est flagrant à quel point l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne fait toujours partie de l'Europe. En fait, on sent que là, il n'y a pas eu la réalité du Brexit qui s'est installée, parce que déjà les besoins naturels, et puis avec ce qui s'est passé ces dernières années, et l'Ukraine et la Russie, ça a encore renforcé ces relations. Alors bien sûr, il y a des choses qui changent, comme que vous expliquiez tout à l'heure, mais je crois qu'au fond, quand on a envie d'être ensemble, on continue à suffisamment bien s'entendre avec la Grande-Bretagne pour être une même communauté. Oui, en fait, il y a quand même une force sûr, culturelle qui fait qu'il n'y a pas, malgré le Brexit, il y a des choses qui restent. Mais on est, c'est plus compliqué. En termes de politique étrangère, on est plutôt assez alignés. Ouais. Et on est et sur dans l'OTAN, bien sûr, Oui, et sur l'Ukraine, cette coalition est vraiment importante. Après, encore une fois, il y a l'aspect militaire, il y a l'aspect après industrie de défense, où là, on est à la fois on coopère ou on est concurrent. Je pense qu'on l'était même avant. Mais bien sûr, et ce qui est intéressant, c'est quand il y a eu justement cette visite d'État, ce prochain bilatéral entre la France et le Royaume-Uni au mois de juillet, et qu'il y avait aussi une déclaration ouverte, signée, sur le nucléaire, sur comment coordonner notre dissuasion nucléaire, qui intéresse beaucoup l'Allemagne. Et ça, c'est effectivement aussi un facteur de rapprochement. Mais le Royaume-Uni, qui ne veut pas non plus, comme nous d'ailleurs, ne pas d'avoir qu'un seul partenaire, a signé de manière nouvelle donc un traité d'amitié avec l'Allemagne, et il tient beaucoup aussi à coopérer étroitement. Alors, on part de plus loin, mais il y a effectivement une coopération très étroite. Il est accords de Lancaster de 2010, et même Saint-Malo, sur ces questions, et notamment sur le plan bilatéral. Mais je dirais que ça marche mieux au niveau bilatéral qu'au niveau UE, où c'est encore un peu dessus les plâtres. Et la défense de fait, ce n'est pas partie de l'accord sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est quand même un paradoxe compte tenu des. Mais encore une fois, sur Boris Johnson, c'était vraiment avoir le minimum. On fait juste un accord de commerce. Et puis voilà, parce que de toute façon, nous, c'est le grand large. On va faire des affaires avec le monde entier. Monsieur avait une question. Je voulais vous demander, quand j'écoute un peu les pistes que vous donniez, la situation dans laquelle on est, on a l'impression qu'on s'avance vers une année 2026 où il y a une sorte de clash
colossal qui pourrait arriver entre l'impact de Farage, qui est clairement pour un Brexit plus, entre guillemets, et Starmer qui a besoin de relancer la croissance d'un pays qui souffre beaucoup au plan économique, qui va devoir choisir s'il pousse sur la piste économique, rapprochement de l'Europe, l'Union douanière, enfin, il y a plusieurs pistes différentes. Donc j'ai l'impression que 2026 va devenir une année cruciale pour l'Angleterre. Oui. L'année presque la plus cruciale depuis le Brexit. En tout cas, politiquement, il y a en plus ces échéances galloises et écossaises pour le Parti travailliste, c'est important. Mais il est vrai que ça dépend comment donc si Farage va rester toujours aussi haut dans les sondages. Ce qui est le paradoxe, c'est que, et ce que Starmer a compris, c'est que ce rapprochement avec les Européens, et si des contrôles sont levés et finalement l'inflation diminue face à ça, je pense que le pari du Nord, c'est-à-dire que ce sera très dur à Farage de plaider, de les rétablir et d'à nouveau obstruer les flux, et que ce sera peut-être pas forcément. Il essaie de mettre devant ses contradictions, en quelque sorte. Donc, c'est une. Enfin, pour le moment, effectivement, là, il réussit très bien son parti devant en coupe. Il y a eu plusieurs défections des Tories vers le parti de Reform. M. Bardella vient de lui rendre visite à Londres. Donc c'est vrai qu'il a et de se positionner comme ça et effectivement d'être vraiment dans la mouvance MAGA. Donc enfin, je peux que vous rejoindre sur le fait que l'année prochaine peut voir ces tendances se renforcer ou non, mais je pense que le reset va. Tout dépend effectivement si on échoue sur Safe, par exemple. Si le Erasmus, c'est plus compliqué hein, parce que Erasmus, c'est vraiment une demande européenne. Et lorsque vous parlez avec des universitaires britanniques, même eux, en fait, ils sont pas, c'est pas quelque chose qui est très populaire là-bas. C'est peut-être un peu triste pour nous, mais c'est-à-dire que les universités britanniques ont des problèmes d'argent. Et entre un étudiant indien ou chinois qui paye 50 000 pounds et nous qui demandons des fees comme les Britanniques, les home fees, ben, c'est sûr qu'il trouve plus intéressant d'accueillir d'autres. Alors, la négociation est très difficile parce que les Européens disent on voudrait que vous preniez nos étudiants, mais bon, ils disent d'accord, mais alors voilà les tarifs. Et ben non, c'est quand même un prix d'amis. Donc ça c'est dur, mais là on est vraiment dans une position, ils ont bien compris que ça les intéressait. Et eux se disent on est là, on n'est pas bénéficiaire net, en quelque sorte. Mais, encore une fois, je trouve que ils auront peut-être globalement de meilleurs rapports avec les Européens s'ils donnent un peu aussi des choses. Il ne faut pas que ce soit que pour leur croissance. Et donc ça, enfin, je dévie un peu de votre remarque, mais les safe que si par contre safe voilà, c'est pas, oui. Là, ça aurait beaucoup plus de conséquences. En fait. Oui, et puis ce serait vraiment vu. Alors, on est vraiment, les Français sont vraiment vus comme ceux qui veulent punir les Britanniques d'être sortis et bien fait pour eux. Et dans le French bashing qu'on peut parfois entendre en Bretagne, c'est vraiment toujours nous qui voulons pas, qui sont bien plus bloquons. Donc, il faut parfois aussi, et on a été effectivement, notamment assez pugnace sur les accords de pêche pour qu'ils soient prolongés de 12 ans avant leur expiration au mois de juin prochain. Donc, ça prend aussi des proportions parfois au-delà de leur importance économique réelle, mais c'est vrai que c'est des sujets politiquement très sensibles parce que Farage et les terres électorales sont aussi là où il y a des pêcheurs. Donc c'était ça se cristallise parfois sur des sujets comme ça qui sont là, beaucoup trop médiatisés. Et puis d'autres, bien sûr, question, et peut-être qu'on terminera par là, une toute dernière question, mais c'est le vrai contentieux aujourd'hui entre la France et le Royaume-Uni, c'est la question migratoire. C'est bien sûr les traversées de la Manche. Et on peut en reparler, mais c'est beaucoup et ça, c'est presque une obsession médiatique, hein, de tous médias confondus, de comment est-ce que est-ce que c'est un des effets du Brexit direct depuis 2018, qu'il y a beaucoup plus de traversées de small qui traversent la Manche. On est là, on est à peu près à 39 000 personnes. Et pourquoi? Parce que, alors c'est vrai c'est tragique, il y a eu des morts, mais je dirais en 2024, sur
36 800 traversées, il y a eu 76 morts. Donc, c'est trop, mais c'est pas un taux finalement assez faible, 76 morts sur 36 000 traversées, et avec un taux d'asile enfin, beaucoup obtiennent l'asile. Donc, c'est vrai que c'est très. Il y a des trafics, bien sûr, qui s'y mettent. C'est un vrai cauchemar pour la police française d'arriver à faire ça dans le respect des autres, mais il y a une pression énorme des Britanniques et notamment aussi de Starmer, pour arriver à stopper ces flux, parce que maintenant, effectivement, depuis qu'ils sont plus aussi sortis, enfin, depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne, il n'y a plus d'accord de Dublin, il y avait cette difficulté de renvoyer ceux qui étaient déboutés du droit d'asile. Donc, c'est un problème qui occupe et qui, bien sûr, dont Farage aime se repaître. Une toute dernière question, peut-être, parce qu'après, vous n'avez pas. Absolument. Est-ce qu'il y a une dernière question, Sonia, peut-être? Mais monsieur avait pas levé avant, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Non, c'était une question qui. Mais du coup, quel est peut-être votre sentiment par rapport à l'avenir du partisme un peu traditionnel britannique entre Labour et conservatif, sachant que, entre le Labour et le Tories, sachant justement cette contribution en fait, du Brexit, peut-être, à l'essor de partis comme celui de Nigel Farage, il vient un peu entrer en direct conflit avec ce bipartisme-là qu'on a connu pendant de nombreuses années. Enfin, il y a deux questions du coup. La première, c'est quel est l'avenir du bipartisme? Je sais que vous n'êtes pas devant, mais peut-être que je sais pas. Je ne sais pas s'il y en a un. Et est-ce qu'il y a une contribution du Brexit à cet affaissement du bipartisme britannique? J'aurais du mal à vous répondre précisément. Je vois en tout cas depuis les 2 ans que j'habite à Londres à quel point le bipartisme c'est vraiment érodé et qu'il y a jamais un visage aussi fragmenté, mais comme on voit ailleurs. Et la question que je me pose, c'est comme avec ce mode de scrutin qui fait que Starmer, il a eu 2 tiers des sièges avec 1 tiers des voix. Donc, c'est vrai que, est-ce que, malgré cette fragmentation du paysage politique, il y aura pour autant une majorité pour. Si par exemple Farage est assez fort pour avoir une majorité absolue, ça change. On peut avoir, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir la fin du bipartisme et pour autant garder un phénomène de majorité absolue, alors que en France, c'est compliqué parce qu'on a une fragmentation qui fait que les majorités seront à l'avenir beaucoup plus difficiles peut-être à voir. Voilà. On va terminer. Ah oui, bon, merci beaucoup pour tous les nouveaux perspectives. Et ouais, je pense que c'est une chose de lire des articles de presse, par exemple, et une autre chose d'avoir et d'échanger avec un expert. Donc, merci beaucoup pour les nouvelles perspectives et merci à vous, à tout le monde, pour les questions. Et n'hésitez pas, en Angleterre, c'est quand même pas loin et c'est pas si compliqué que ça. Ça va un passeport. Voilà, pour un passeport. Et un ETA. Merci beaucoup. Merci à tous. On va prendre un petit verre pendant quelques minutes avant que Sébastien malheureusement ne reparte. Merci Sébastien. Ça roule un rôle pour Starmer. Non, c'est vraiment l'immigration. Ah, c'est vraiment l'immigration. En fait, c'est un peu pour Starmer. Les gens, ils sont. Ils s'expriment peu là-dessus. Et les Anglais sont majoritairement pro-Ukraine et très, très.